Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Alors je suis dessinateur, scénariste, donc auteur d'une manière générale. J'ai commencé dans la jeunesse au début des années 2000. J'ai enchaîné avec une très grosse production internet. En l'espace de plus de 15 ans, j'ai mis plus de 2000 pages de bande dessinée sur mon blog, qui est probablement l'élément qui m'a rendu le plus connu pour mon public. Et désormais, je me consacre à de la science-fiction et à la série Donjon, sur laquelle j'ai pris la suite de Lewis Trondheim, et toujours plein de choses inutiles sur les côtés, c'est-à-dire des réseaux sociaux, de l'Instagram, des vidéos en live sur Twitch et des boulots de commande comme s'il en pleuvait. C'est une présentation complète. Bonjour Boulet. Bonjour. Merci d'être là. Cette série en cours, comme tu dis, science-fiction, c'est Bolshoi Arena. Comment tu la présenterais à quelqu'un qui ne l'aurait jamais lu? Nous sommes dans le futur. Internet n'est plus un truc auquel on accède en s'asseyant devant un ordinateur et en se connectant, mais quelque chose auquel on se connecte en mettant un casque de réalité virtuelle et en marchant dedans. C'est-à-dire que quand on met ce casque de réalité virtuelle, notre corps est déconnecté, on devient tout flappy sur un canapé ou sur un lit ou sur une chaise, et pendant ce temps, notre esprit vagabonde dans une sorte, je n'aime pas employer ce terme dégueulasse, mais une sorte de métavers, où on peut faire du commerce, des jeux, des rencontres, aller voir des films, aller voir de la pornographie, aller vivre des expériences extrêmes. Et dans l'éventail des possibilités offertes par le Bolshoi, une s'est particulièrement développée, c'est le Bolshoi spatial, qui est une réplique de l'univers à l'atome près. C'est-à-dire que exactement chaque grain de poussière de l'univers est à la même place que dans l'univers réel. Et des joueurs et des joueuses explorent cet univers sans avoir le risque d'y perdre la vie, forcément, puisque c'est tout du virtuel. Et les progrès technologiques nécessaires pour explorer cet univers virtuel sont reproductibles dans le monde réel, et donc c'est devenu une énorme source de richesse pour les gens qui ont investi dedans. Tu ne fais que le scénario sur cette série? Ouais, c'était une nécessité. Et quelquefois, c'est une frustration. La plupart du temps, c'est vraiment un énorme bonheur. Surtout sur Bolshoi Arena, où je fais quelquefois une double page avec écrit 10 millions de vaisseaux forcent le passage dans un portal spatio-temporel pendant qu'une planète brûle en arrière-plan. Je suis content que ce soit quelqu'un d'autre qui le dessine. Dans ces moments-là, je suis tellement content que ce soit quelqu'un d'autre qui le dessine. L'autre raison pour laquelle j'ai pas dessiné moi-même, c'est que je voulais pas que ça soit connoté humour, et mon dessin est connoté humour, parce que j'ai fait 20 ans des notes de Ragnarok et autres séries humoristiques. Donc quand j'ai envie d'être un peu plus sérieux, c'est là soudain que j'ai besoin de quelqu'un pour reprendre le dessin, parce que je veux qu'on comprenne le changement de ton. J'avais déjà fait ça avec Pénélope Bagieux et La Page Blanche. La Page Blanche, ouais. Et où je voulais pas que le livre puisse être perçu comme ça va être rigolo, ça va être du délire de blogueur qui va raconter son quotidien. Je voulais que ça soit une histoire qui soit prise pour ce qu'elle est, et pareil pour Bolshoi. Je voulais que les gens ouvrent l'album et se disent ah oui, ça a l'air d'être de la hardcore SF. Justement, ces notes de blog, est-ce qu'elles t'ont pas un peu débordé à un moment? Alors tu continues aujourd'hui, mais... Moi j'ai beaucoup aimé la période des blogs. Maintenant ça s'est bien tassé, donc honnêtement c'est pas un fardeau, hein. Non, moi j'ai adoré ce moment. Je me suis fait plein d'amis, j'ai eu l'impression de vivre une époque d'internet à fond, de rencontrer plein de gens, de m'exprimer librement, d'avoir une plateforme absolument incroyable qui m'a apporté un certain succès de librairie. Donc j'ai eu l'impression de jouer, de m'amuser et d'être payé pour ça. Donc non, j'ai absolument aucun regret de ce côté-là. Quelquefois des petites frustrations, parce que souvent je mettais des bouts d'idées, et une fois qu'elles étaient cristallisées sous la forme d'une petite BD, j'y retouchais plus. Et en fait j'avais plein d'idées dans les notes, où quelquefois je les ai postées et je me suis dit ça aurait pu être un album.
J'en ai fait une petite BD rigolote de 2 pages, mais il y avait le potentiel pour en faire un album et je le ferai probablement jamais. Donc j'ai juste ça. Après voilà, maintenant non, j'ai pas de pression par rapport à ça. Je continue à être sur les réseaux sociaux. J'essaye de retrouver un peu le côté ludique du début. Maintenant, la première raison pour laquelle j'ai arrêté de poster en ligne, c'est pas vraiment le manque de temps, c'est le manque d'amusement. C'est-à-dire que j'aimais toujours ce que je faisais, les gens aimaient toujours ce que je faisais, mais il y avait un côté où c'était plus aussi ludique. C'était devenu du travail et j'avais envie de m'amuser. Donc maintenant, je fais des vidéos où je dessine en live sur Twitch. J'ai vraiment 1000 fois moins de gens qu'à l'époque sur le blog, mais je retrouve l'amusement du début du blog et je préfère ça. Il faut rappeler d'où tu viens aussi quand tu es étudiant à Strasbourg, que tu contactes Zeb, que tu commences dans le magazine Cho, avec un personnage qui n'a pas du tout les traits de ce que tu vas faire par la suite et de ce qui va te faire connaître. Alors un peu, si en fait, c'est ça. Alors c'est un peu. Alors j'ai fait Ragnarok, qui a été une série qui a rien à voir là pour le coup. Qui n'a rien à voir, qui est plutôt de la fantaisie. Mais à côté de ça, dans le journal Cho, j'ai commencé avant Ragnarok. J'ai fait une petite rubrique qui s'appelait la rubrique scientifique. C'était avant Ragnarok, la rubrique scientifique. C'est devenu un album après Ragnarok, mais c'était dans le magazine avant Ragnarok. Et la rubrique scientifique, en fait, c'était le blog. C'est-à-dire que moi, je dessinais déjà dans des carnets, des petites BD sur mon quotidien, sur des trucs de science et des récits de festival. Et j'ai montré ça à mon éditeur qui m'a dit, alors c'est chouette, mais les enfants, ils vont en avoir rien à foutre, quoi. Donc il m'a dit, l'aspect scientifique est marrant, donc ce que tu pourrais faire, c'est transpose ton personnage, fais-en un enfant, et on appelle ça la rubrique scientifique, et tu fais une rubrique scientifique dans le journal. Et donc, la rubrique scientifique, au départ, j'ai vraiment des pages de la rubrique scientifique où le personnage est adulte, et où c'était moi, en fait, et exactement ce que je faisais dans le blog. Et j'ai fait la rubrique scientifique, Ragnarok, et je continue à faire ces pages-là, et quand les blogs ont commencé à émerger, je me suis dit, ah, j'ai un support pour tout ça. Ça fait des années que je le fais. Maintenant, je vais juste le faire en public. Ouais, parce que t'as toujours dessiné. Enfin, quand tu étais au lycée, tu dessinais, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs. Ouais, il y a une citation dont je ne sais pas de qui elle est. Moi, je l'ai entendue dans la bouche d'Erwan Surcouf la première fois, mais j'ai entendu d'autres dessinateurs la sortir et se l'approprier. Donc, je ne sais pas si c'est Erwan qui l'a inventée ou s'il la répétait parce qu'il l'avait entendue d'ailleurs. Mais il y avait quelqu'un qui disait personne ne commence à dessiner. Il n'y a que les enfants qui arrêtent. Et effectivement, quand on est gamin, presque tous on dessine. Et donc, par définition, si on interroge un dessinateur ou une dessinatrice, la personne va vous dire oui, je dessine depuis que je suis né. Et pourquoi à un moment donné tu acceptes, je crois qu'au début tu voulais absolument pas que tes notes de blog soient publiées, qu'est-ce qui fait que tu acceptes que ça se transforme en bande dessinée ? Je vais passer pour un crétin dans cette réponse, mais je l'ai pas décidé, on m'a forcé. On m'a littéralement forcé. Lewis Trondheim, pour ne pas le citer, me disait mais il faut que tu en fasses un album et plusieurs éditeurs m'avaient approché pour le faire et moi j'avais toujours dit non parce que les éditeurs voulaient faire des best-of. Ils voulaient dire non, ils voulaient allez on fait une sélection, on prend les meilleures pages et on en fait un album 46 pages cartonné couleur et je disais non c'est pas l'esprit et tout et à chaque fois je leur disais moi je veux une intégrale. Je veux un petit format et tout, et puis à chaque fois il me disait ah bon courage. Et puis un jour Lewis me dit mais il faut le publier, puis je lui ai dit bah non parce que moi je veux faire une intégrale, et il me fait ok tu l'as, quoi d'autre? Je dis non mais je veux pas le publier. Il me dit mais pourquoi tu veux pas le publier? Mais parce qu'il faudrait que je rajoute des pages inédites, il faudrait que je lis le tout ensemble. Il me dit bah ok on le fait. Je dis non mais je veux pas le publier parce que voilà il faudrait en faire un par an avec. Il me dit ok on fait ça, t'en as déjà 3 d'avance, on le fait. Alors on le fait quand? Et je dis non, on le fait pas. Et il me dit mais pourquoi? Et je lui dis parce que. Et la conversation s'arrête là. Et à Angoulême, l'année suivante, enfin quelques mois après, je tombe sur Guy Delcourt, et Guy Delcourt m'approche dans le couloir et il fait bah alors Boulet, il paraît qu'on va faire ton album. Et je dis non, pas du tout. Vous avez noté la très bonne imitation de Guy Delcourt. Hein. C'est vrai qu'il y a l'intonation, tout. Ouais. Et je suis imitateur à mes heures perdues. Et il me dit, mais Lewis m'a dit qu'on allait faire ton album. Et je dis, non, moi j'ai dit à Lewis que je voulais pas le faire. Il fait, j'ai dû mal comprendre. Voilà. Et on en parlait. Je dis à Lewis, mais t'es chiant, en fait, je t'ai rien demandé. Et tout. Et Lewis, ça le faisait marrer. Et puis un jour, j'étais chez moi et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. On avait discuté un soir bourré. Enfin, moi j'étais bourré, Lewis, je sais pas, parce qu'il boit pas tellement. Donc je pense que Lewis n'était pas bourré, mais moi j'étais bourré. Et on avait discuté de quel titre on donnerait à cette série. Et c'est même lui qui a trouvé le titre, Note. Moi j'avais proposé Rogaton.
la boucle est bouclée. J'avais proposé miscellanée, je sais plus quoi d'autre. Et Lewis, il me dit, mais non, notes. Comme des notes de musique, comme des prises de notes, comme des notes de blog, et c'est parfait. Et puis j'avais dit, ah ouais, c'est génial, c'est parfait, ça serait le titre idéal. Et quelques jours, semaines après, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un contrat. Et réellement, un contrat de Delcourt pour les notes. Et puis alors là, à ce stade, j'ai fait, bon, bah ça serait grossier de refuser. Et c'est le moment où j'ai cédé et où j'ai accepté de faire l'album. Donc Lewis m'a littéralement mis un contrat dans ma boîte aux lettres pour que j'accepte. T'as regretté ? Absolument pas. Et est-ce que ça a changé ton rapport au dessin Non. et à ses notes ? Non, pas au début. Non, vraiment pas. Ça s'est professionnalisé, entre guillemets, petit à petit, mais ça a été un long processus. Le premier album des notes, je l'ai fait en 2017. En 2007, je veux dire. La fatigue de dessiner des notes de blog régulièrement, elle a commencé vers 2014, 2015. Donc tu vois, il y a eu quand même 7-8 ans où je faisais les albums et les notes en même temps et j'avais aucun problème avec ça. Et aujourd'hui, le blog est en sommeil, entre guillemets ? Il est en sommeil, j'ai un bout d'album, puisque j'ai fait quelques notes de blog après le tome 11. Et donc techniquement, j'ai commencé le tome 12. Je me dis toujours que je vais m'y remettre. J'espère vraiment m'y remettre bientôt, dès que j'aurai un peu moins de travail. Je suis en train de terminer 2 gros chantiers, en fait. Je suis en train de bosser sur des donjons et sur Bolshoi Arena. Je pense que la fin du tome 5, puisque Bolshoi Arena est prévu en 5 tomes, je pense que la fin du tome 5 de Bolshoi Arena va marquer vraiment un changement d'air où je vais partir sur autre chose. Mais pour le moment, je suis trop focalisé sur Bolshoi et Donjon pour pouvoir faire autre chose. Donjon, il y en a combien de prévus dans la, nouvelle collection, entre guillemets ? Aucune idée. Ça, c'est à Lewis qu'il faudrait demander. Là, ils m'en ont commandé 2 de plus. Donc là, j'en ai fait 2 depuis la reprise. Et ils n'ont pas l'air de vouloir arrêter. Donc il y en aura probablement un de temps en temps. Mais j'ai déjà levé le pied, c'est-à-dire que j'ai arrêté de faire la couleur. C'est Walter là qui va reprendre la couleur sur les 2 prochains albums. Tu travailles aussi avec les éditions exemplaires. Ouais. Pour faire simple, une forme d'édition participative, ou en tout cas où les internautes financent la création du livre. Là aussi, pourquoi ? C'est-à-dire, c'est aussi une manière de se réapproprier son objet, sa publication, son livre. C'est extrêmement simple en fait. Hein. Les éditions exemplaires, moi j'avais un livre complet, j'avais mon livre fait sur Instagram, j'avais tous mes strips, j'avais mis plus de 150 strips sur Instagram, j'avais assez de contenu pour faire un livre. Je me suis dit, j'aimerais bien en faire un livre. Les éditeurs, un éditeur traditionnel m'aurait proposé 8%, m'aurait proposé une avance sur droit que j'aurais dû rembourser sur les ventes, et j'aurais cédé mes droits dérivés, j'aurais cédé mes droits numériques, j'aurais cédé mes droits audiovisuels. Exemplaire arrive, et Lisa me dit, on va t'aider, c'est de l'auto-édition à la carte. Lisa Mandel, oui, pardon. Note du rédacteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est toi qui amènes l'argent, un financement participatif qu'on va t'aider à gérer. Tu n'auras pas à le gérer tout seul. L'argent ne transitera pas par toi. Tu ne seras pas emmerdé avec des questions de sous. Et tu toucheras minimum 40% du prix et tu gardes tous tes droits. Tout est encore à toi. Et moi, c'est vraiment la formule parfaite que j'attendais depuis très longtemps. J'ai pas voulu me lancer dans l'auto-édition parce que j'aime pas l'auto-édition. Je trouve que c'est un sacerdoce qui te prive de toute forme de vie sociale. Et là, exemplaire, c'était parfait parce que je pouvais déléguer ce genre de choses. Toutes les contraintes chiantes, les envois, aller à la poste, tu te rends compte ? C'est un boulot à temps plein d'aller à la poste. Et c'est nerveusement épuisant. Là, c'est quelqu'un d'autre qui va aller à la poste à ma place. C'est le paradis. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Allons-y. Est-ce que t'es prêt ? Pas du tout, mais on va improviser. La première BD que tu as lue ? Le Tom Tom et Nana. J'allais dire les Schtroumpfs ou un Gaston, un truc comme ça, mais je pense que là, vraiment, les toutes premières BD que je lisais, ça devait être des Tom Tom et Nana. Nous, on a commencé à les recevoir quand j'avais 5-6 ans, et on a même récupéré la vieille collection des cousins, donc j'avais tous les J'aime lire depuis le numéro 1. Et je lisais que les Tom Tom et Nana, je lisais même pas le reste de J'aime lire. La meilleure BD de tous les temps. Oh la vache, ça c'est dur. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais en citer une et que je vais regretter 4 minutes après. C'est normal. Il y en a une autre. Ah purée, j'ai envie d'en citer une, mais c'est pas ma préférée, c'est bizarre, non ?
de dire pour moi c'est une des meilleures BD de tous les temps, mais c'est pas du tout ma préférée. Je dirais l'Incal de Moebius et Jodorowsky, bien sûr, parce que je la trouve absolument parfaite. Elle est complètement dingue visuellement, extrêmement riche narrativement, inventive à tous les niveaux, sublime, bizarre. Et puis en plus c'est un genre, la SF que j'aime bien, donc je pense que c'est vraiment en tout cas une des meilleures BD de tous les temps, mais il y a tellement de catégories différentes. La plus belle couverture BD. Je crois que j'ai même pas lu la BD. Je l'ai lu une fois à l'époque et je sais même plus de quoi elle parle. C'est Là où le regard ne porte pas. Et il y avait cette couve toute bleue avec les deux personnages assis en haut d'une falaise. Et elle m'avait sauté à la gueule, cette couve. Et j'avais fait, elle est super. Et voilà, j'aurais dit lui. Et si je peux tricher, j'aurais dit Pinocchio de Vinci-Luce. La plus belle case de BD. Ah bah ça, je pense que je vais dire la même que tout le monde. On est d'accord que c'est Gaston qui dort dans ses livres. Tu es le premier à me la dire. Sérieux ? Ah, pour moi, c'est la plus belle case de BD du monde, la case parfaite. C'est Gaston Lagaffe qui dort dans ses livres avec la petite lumière rouge et Prunelle qui veut pas le réveiller. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer ? Je crois pas, non. Les BD que j'aime, même quand elles sont super cons, j'ai tendance à l'avouer. Il y en a pour lesquels je trouve pas que ça soit des BD extraordinaires. Je trouve que c'est des BD il y en a qui sont complètement oubliés, mais que je trouve charmantes. Et tu vois, par exemple, je pense à une vieille BD qui est tombée plus ou moins dans l'oubli, qui était L'homme au phylactère de Gémeaux. Non, comment il s'appelait ? Génaud ou Gémeaux. C'était avec une préface de Franquin, je me rappelle. Et c'était juste, il y a eu un tome, et c'était deux petits bonshommes qui discutaient de comment de bien dessiner un phylactère. Et il y a plein de gags visuels sur la forme des phylactères. Et je l'avais quand j'étais petit, et je l'aimais beaucoup, mais je dirais pas que j'en ai honte, tu vois, c'est juste que je pense que cette BD, elle est très anecdotique, elle est juste mignonne et charmante, mais j'ai encore beaucoup de tendresse pour elle. Ton personnage de BD préféré ? Ah la vache, là ça change aussi tellement avec les époques. Pendant très longtemps, je pense que j'aurais dit Gaston Lagaffe, parce que c'est celui dont je me sentais le plus proche. Maintenant, j'ai une énorme... Alors, je vais essayer de parler de quelque chose de plus récent, mais j'ai une énorme tendresse pour Zoro Roronoa, qui est un des personnages de One Piece. J'adore Luffy comme personnage, mais Zoro me fait mourir de rire à chaque fois quand je lis les One Piece. C'est l'espèce de samouraï taciturne qui est prêt à tous les sacrifices et qui se bat avec une épée dans la bouche. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Tu dessines dans le calme ou en musique ? Je dessine ni dans le calme, ni en musique. Je dessine souvent avec de la voix, c'est-à-dire des gens qui parlent. Soit des podcasts, soit des reportages, soit carrément des séries télé ou des films en fond sonore. Couleur ou noir et blanc ? Je vais dire noir et blanc. J'aime beaucoup la couleur, je suis passionné par la couleur, j'aimerais bien être un meilleur coloriste. Mais un beau noir et blanc, c'est pour moi, quand je pense couleur, je pense à plein de trucs que j'ai envie de faire et que j'arrive pas à faire. Quand je pense noir et blanc, je pense à des trucs que j'adore, je pense à Watterson, je pense à plein de mangas et tout, et à l'élégance de la ligne noire, etc. Je pense à Bolshoi Arena en noir et blanc, qui est une merveille. Avant qu'on mette la couleur, j'aime beaucoup la couleur de Bolshoi, mais les pages en noir et blanc de Hassen sont complètement dingues. Donc voilà, noir et blanc. Et pour finir, un auteur ou une autrice que tu nous conseilles et qu'on connaîtrait pas forcément ? Encore une fois, je pourrais citer plein de noms, mais je pense que tout le monde connaît Aude Picot, ou Lolita Séchant, Camille Jourdi, qui sont des copines. Là, j'ai envie de citer une petite jeune qui commence chez Exemplaire, qui s'appelle Caroline Nazika, donc Caro Zinzin, sur Instagram, et qui me fait mourir de rire. C'est une dessinatrice extrêmement spontanée, qui a un dessin trash, un peu maladroit, et qui raconte ses soirées de beuverie. Et c'est tellement, comment dire, assumé. Il y a tellement zéro honte, zéro gêne dans le fait de raconter des soirées où elle finit en culotte bourrée dans une baignoire après avoir collé un pain dans la gueule à un mec dans la rue, que ça me réjouit à chaque fois qu'il y a une nouvelle histoire de Caro et les zinzins sur sa page Instagram. Je suis aux anges. Merci beaucoup Boulet d'avoir joué le jeu. Je t'en prie. Et nous on passe à notre coup de cœur de la cité.
Coup de cœur de la cité porté par Bastien Pépin, chargé de mission. De quoi as-tu décidé de nous parler ? Alors je vais vous parler de L'Art du désastre, paru aux éditions Futuropolis, avec au scénario Manu Leduc et Marie Hénard, au dessin Lionel Chouin et aux couleurs Henri Philippe. C'est l'histoire de Malcolm McLaren. Ce nom est assez inconnu, mais on connaît tous le groupe Sex Pistols et c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a managé. C'est aussi un des inventeurs et créateurs du punk, de la mode punk, aux côtés de Vivienne Westwood. C'était un grand ami de Jean-Charles de Castelbajac. Et on retrouve tous ces éléments qui font de la vie de cet Anglais une histoire incroyable, inconnue du grand public, et qui est vraiment fascinante. Il a réussi à mettre sur le devant de la scène un groupe complètement monté de toutes pièces, complètement inventé, et qui a changé la face du rock, du punk. Le dessin a vraiment ce côté complètement anarchique dans les pages, mais reste très facilement lisible. On arrive très vite à s'immerger dans cette ambiance des années 70. On donne les références ? Donc, L'Art du désastre, publié chez Futuropolis en 2022. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.